En 1847, le tout Paris se rend à un événement incontournable. C'est le Salon, c'est-à-dire l'exposition officielle rassemblant les dernières créations d'artistes français, plus ou moins reconnus. Dans un salon du musée du Louvre s'exposent des dizaines de tableaux et de sculptures que l'on vient admirer ou que l'on s'amuse à critiquer. Mais cette année-là, en 1847, il y a un tableau qui attire toute l'attention. Cette star, c'est une immense toile de 4,66 m sur 7,75 m, qu'on ne pouvait donc pas manquer, et qui présente une scène d'orgie de l'Antiquité romaine. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi un tel succès? C'est ce que Clio, votre muse de l'histoire préférée, vous propose de découvrir dans cette vidéo. Ce tableau d'orgie, présenté par l'artiste Thomas Couture au salon de 1847, ne présente pas un épisode historique précis. Mais ce n'est pas pour autant une simple orgie de l'Antiquité. Couture lui donne un nom très clair, précisé dans le livret distribué aux visiteurs du salon. Voici les Romains de la décadence. Car à y regarder de plus près, l'ambiance de cette orgie n'est pas vraiment à la fête. On est en réalité au petit matin, dans une villa romaine où il n'y a plus rien à manger. Le lit de banquet disparaît sous une masse de corps épuisés, affalés. Ce groupe de débauchés est loin d'être au centre des réjouissances. Il semble plutôt désabusé. Et si certains dansent et boivent encore, d'autres sont abrutis par l'alcool et arborent des visages tristes et ennuyés. Si l'on regarde de plus près, 3 personnages ne participent pas à l'orgie. Il y a le jeune homme mélancolique à gauche et surtout à droite, 2 visiteurs plus âgés à l'air songeurs et réprobateurs. Les ivrognes, dans un groupe aux lignes courbes, diagonales et affaissées, sont également entourés de statues des héros de leur passé, les seuls encore en droite, qui paraissent condamner le spectacle auquel ils assistent. Alors non, Thomas Couture ne représente pas n'importe quelle orgie, qui aurait été un simple prétexte pour représenter des corps dénudés pour émoustiller le spectateur du salon. Pour comprendre son objectif, il faut reprendre le livret. Le titre « Les Romains de la décadence » est complété par une citation de Juvénal, un poète romain qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle. Plus cruel que la guerre, le vice est abattu sur Rome et venge l'univers vaincu. Couture ne représente pas la Rome antique dans toute sa gloire, celle des conquêtes militaires ou des philosophes. Il représente une Rome décadente moralement et militairement qui se conduit tout droit vers sa chute. C'est un cliché alors très fréquent d'opposer ces 2 Roms, une la plus ancienne, la républicaine, où s'est développée la vertu, les grandes conquêtes, que représentent les héros statufiés dans le tableau, et l'architecture rectiligne de la Rome éternelle. Puis l'autre Rome, dirigée par un empereur, où les hommes et les femmes s'abîment dans le vice. Cette idée d'une Rome vaincue par la décadence, elle naît dès la Renaissance, au moment où l'on se dit que la fin de l'Empire romain a conduit tout droit vers les âges sombres du Moyen-Âge. Elle revient ponctuellement à la mode, notamment à la fin du XVIIIe siècle, suite à la publication d'un livre de l'anglais Edward Gibbon, rapidement traduit en français, et qui dit en substance qu'une période de décadence a conduit à l'effondrement de la civilisation romaine. Le journaliste du XIXe siècle, Edmond Texier, ajoute d'ailleurs « L'immense lâcheté et l'immense débauche de la vieille Rome se vautrant sous le joug du despotisme impérial afin d'oublier, au milieu des plaisirs immondes, la perte de son honneur et de la liberté. » Qu'on soit clair, aujourd'hui on sait que c'est faux, parce qu'il n'y a pas spécialement de décadence morale sous l'Empire, bien au contraire, à mesure que le christianisme s'y développe. Et ensuite parce qu'il est compliqué de parler de décadence, de chute de l'Empire, les historiens débattent encore et toujours de l'utilisation de ces termes. Alors certes, d'un point de vue politique, les choses changent radicalement au 5e siècle, mais côté culturel, on parle davantage de processus long et donc de continuité. Bref, est-ce qu'on doit parler d'une interprétation catastrophiste de la période? On ne sait pas trop. Mais de manière générale, l'image d'une période dépravée ne repose pas sur grand-chose. On ne peut pas le reprocher à Thomas Couture, il dépend des connaissances historiques de son temps. Et à vrai dire, ce n'est pas tellement son problème, mais je vais y revenir. Car faisons ici une courte parenthèse. Aujourd'hui, du 19e siècle, on connaît surtout les artistes novateurs qui ont dépassé les normes de leur temps. Mais en réalité, si ces artistes créent alors le scandale et ont parfois du succès, le public apprécie surtout la peinture académique.
Elle est enseignée à l'école des Beaux-Arts à Paris. Il repose sur l'idéalisation des corps et la précision du dessin. On la connaît d'ailleurs très bien aujourd'hui, cette peinture académique. Elle nous dit forcément quelque chose. Elle est dans tous nos bâtiments publics et dans nos livres d'histoire. Et même si elle est peu inventive, elle reste très admirée jusqu'à la fin du XIXe siècle avant d'être oubliée au profit de courants plus novateurs comme l'impressionnisme. Alors clairement, ces Romains de la décadence, c'est de la peinture académique. Tout l'art de Couture repose sur le dessin, sur la clarté du sujet, comme l'enseignent les Beaux-Arts. Il réalise même ici le type de tableau le plus valorisé chez les académiques, de la peinture d'histoire. Il faut savoir qu'il y a une vraie hiérarchie dans la peinture académique. Aux petits peintres, pas très doués, on laisse les choses inanimées, les plus faciles à représenter, comme les fleurs, c'est la nature morte. La scène de genre, qui s'intéresse à la vie quotidienne, et le portrait, ça se complexifie déjà. Il faut peindre de vraies personnes. Et puis, le mieux, c'est la peinture d'histoire, qui représente des scènes de la Bible, de la mythologie ou de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il faut être un artiste doué pour ne pas se planter. Il faut savoir tout faire, des fleurs, des drapés, de l'architecture, des personnages, parfois tout nus. Savoir composer tous ces éléments ensemble. Et pour choisir son sujet, il faut connaître les auteurs antiques, l'histoire, bref, il faut être cultivé. Imaginez, vous racontez une histoire en 2D, à l'aide de quelques gestes, quelques émotions sur les visages des personnages. Vous êtes l'artiste complet, le top du top. Couture montre sa virtuosité et son érudition. Il n'hésite pas à citer les artistes passés. Et puis surtout, il utilise le grand format, qui est réservé à ces grandes peintures d'histoire. La peinture d'histoire n'est pas là pour délasser le spectateur ou lui faire plaisir. Elle est censée le faire réfléchir, lui apporter une leçon de morale en mettant en scène les vertus ou les vices. Là encore, Couture tape dans le mille. Faites attention, nous dit-il, la décadence des mœurs, ça conduit tout droit à la catastrophe. Mais l'œuvre a un double sens. Parce que cet épisode antique, déjà bien malmené par la vision qu'on a de cette histoire en 1847, répond à un autre objectif, tout aussi moralisateur. On est alors en pleine monarchie de Juillet. Installé au pouvoir à la suite d'une révolution qui a renversé ses propres cousins, le roi Louis-Philippe a tenté de se construire une image de libéral. Mais la contestation monte. Ce moment où triomphe la bourgeoisie s'accompagne de nombreuses affaires et scandales qui éclaboussent le pouvoir. Or, Couture n'est pas n'importe qui. S'il travaille pour vendre ses œuvres à l'État, il est républicain de cœur. La présentation des Romains de la décadence, qu'il a mis 3 ans à réaliser, ne serait donc pas complètement un hasard. Du moins, certains critiques de l'époque en sont persuadés. Eux, dans ces Romains, ils voient plutôt les Français de la décadence. Ceux qui sont mouillés jusqu'au cou dans les affaires de la monarchie de Juillet et qui sont voués donc à mal terminer comme leurs lointains cousins romains. Au-delà d'une attaque contre le régime en place, Couture s'inscrit dans un courant très pessimiste qui court tout le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec l'idée que la France serait dans une décadence inexorable, que les arts dégénèrent et que c'est bientôt la fin et tout ça. Car oui, ce pessimisme, aujourd'hui plutôt d'extrême droite, il ne donne pas d'hier. Pour Couture, le républicain, les vertus se sont perdues depuis la fin de la Révolution. La France patauge dans des régimes monarchiques corrompus. Si l'œuvre a bien marché, donc au salon de 1847, on peut se demander si ce n'est pas parce que les spectateurs se sont reconnus dans ce tableau, s'ils n'ont pas vu leur présent dans ce passé qui leur semblait si similaire. À tort, on le sait maintenant. Cela n'aurait rien d'étonnant. La chute de Rome, si elle revient souvent sous la plume des écrivains, c'est qu'elle sert de miroir à beaucoup de sociétés qui s'imaginent en pleine décadence ou dans un moment difficile. On essaye de s'en servir pour prédire ce qu'il va se passer, pour trouver des solutions. Bref, Couture a repris cette idée de décadence de Rome, mais il la réinterprète pour coller à son époque. Être le plus réaliste historiquement parlant, le plus authentique, ce n'est pas l'objectif et j'ai envie de dire, ce n'est même pas tellement notre problème. Car l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, parle avant tout à ceux et à celles qui vont la regarder et potentiellement l'apprécier. Les peintures d'histoire du XIXe siècle parlent bien plus du XIXe siècle que des périodes qu'elles représentent. Elle montre quelle idée on se fait de son passé et ce qu'il représente pour le présent, voire comment on l'utilise dans son présent. En l'occurrence, les Romains du passé, complètement fantasmés, sont là pour dire attention aux Français de 1847. L'œuvre parle à son présent. Et Couture a eu du flair, la monarchie de Juillet chute l'année suivante. Suite au salon de 1847, la réputation de Couture est faite. Mais ce sont les derniers feux de la peinture académique. Le déclin de ces grands tableaux d'histoire est inexorable dans la deuxième partie du XIXe siècle.
Ils sont remis en cause par de jeunes artistes, parfois même parmi les élèves de couture, comme Manet, qui reprennent les modèles pour les actualiser et représenter la vie moderne. La baisse des grandes commandes leur sera fatale. Plus personne n'aura envie de ça chez soi. Mais entre-temps, la peinture d'histoire académique aura orné des bâtiments aussi divers que la Sorbonne, le Panthéon, le musée du Louvre et Versailles. Alors justement, dans cette nouvelle série de vidéos, l'histoire sort du cadre. J'ai envie de vous parler de cette peinture qu'on juge un peu kitsch aujourd'hui, mais qu'on connaît tous et toutes. En s'intéressant à des tableaux d'histoire du 19e siècle, on va se demander pourquoi et comment on représente l'histoire à une époque où les recherches historiques se développent, comment on se l'approprie dans la culture populaire, et comment on en fait un usage politique. Quelles sont les figures à l'honneur? Comment cette histoire est-elle interprétée par les artistes avec leur regard du 19e siècle? Qu'est-ce que ces tableaux, aux scènes plus ou moins anecdotiques, plus ou moins réalistes, nous apprennent sur le 19e siècle? Ces vidéos sortiront ponctuellement sur la chaîne et pourront être regardées de manière totalement indépendante, et on espère qu'on trouvera des pistes de réponse à toutes ces questions, et que vous nous suivrez bien sûr dans notre enquête. N'hésitez pas à nous donner votre avis, et à nous dire aussi si vous connaissez des tableaux du 19e siècle qui représentent des événements historiques antérieurs et que vous aimez bien. Qui sait, on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne d'Iclio.